conférence sur la contribution du secteur privé au financement de l'assistance juridique et judiciaire. L'initiative est de Mali Justice Project. Plus d'informations à suivre sur le sujet. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la présentation du rapport concernant le budget 2022. C'était lors du conseil de cabinet. Au Maroc, les autorités ont annoncé mardi avoir démantelé dans le sud du pays une cellule terroriste affiliée au groupe djihadiste État islamique EI et arrêté 3 suspects. Les détails dans la page internationale. Aimables téléspectateurs, bienvenue à tous dans ce Djoliba Evening News. Pour commencer ce communiqué, selon l'armée, les FAMA ont vigoureusement réagi à une attaque terroriste lancée contre le poste de Maou dans le cercle de Yorosso, région des Koutiala, dans la nuit de lundi au mardi 14 septembre 2021 aux environs de 2 heures. Le bilan est de 2 blessés côté FAMA, côté assaillant 2 morts, une moto, une radio, 2 maillons de PKT et 4 boîtes chargeurs récupérées. Le ratissage est actuellement en cours. Autre sujet, notamment l'organisation par Mali Justice Project d'une conférence sur la contribution du secteur privé dans le financement de l'assistance. Une conférence qui entend proposer des alternatives au financement étatique de l'accès à la justice. Arona Salia Kone pour le compte-rendu. Promouvoir la justice formelle et informelle à travers le parajuridisme. C'est dans cette bataille que Mali Justice Project s'est lancé depuis 6 ans. Cette initiative consiste à fournir aux justiciables des assistances juridiques et judiciaires. Malgré cet engagement, des difficultés d'accès à la justice persistent, faute de moyens. En l'absence d'intervention de l'État, elles offrent des services d'aide juridique et d'assistance judiciaire aux communautés en général et aux femmes et filles en particulier. En termes de ressources, mesdames et messieurs, des ressources à dédier à cette cause, c'est-à-dire à la promotion et à la défense des droits, ces organisations sont largement tributaires de financement extérieur. Ainsi, Mali Justice Project associe à sa démarche le secteur privé pour qu'il puisse contribuer au financement de l'assistance juridique et judiciaire. L'initiative qui est prônée aujourd'hui vise avant tout, non pas le financement de la justice, mais le financement de l'accès à la justice pour les populations qui en sont écartées, qu'elles soient des personnes morales ou physiques. Bien que le principe de la responsabilité sociale des entreprises ne soit pas nouveau pour vous, il n'en reste pas moins que le financement de l'accès à la justice reste un secteur inexploré. Les entreprises maliennes, à travers le Conseil national du patronat, se disent prêtes à accompagner l'initiative dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Nous construisons des écoles, des centres de santé, nous finançons des activités génératrices de revenus. Donc c'est dans le cadre de cette intervention que nous ont sollicité de voir comment on peut aller encore appuyer les communautés pour avoir accès à la justice. Donc pour rappel, la question de justice, c'est une question de souveraineté, c'est du rôle de l'État. Mais vu la rareté de ces ressources, le privé a été sollicité pour accompagner dans ce sens. Une récente cartographie de Mali Justice Project a démontré que 67% de la population malienne privilégie la justice informelle pour solutionner leurs conflits. Des chiffres qui doivent encourager l'accompagnement de l'assistance juridique et judiciaire avec les parajuristes. Dans sa dynamique de prise de contact et d'échange avec toutes les forces vives de la nation, le Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, était en visite hier lundi au bureau du vérificateur général et à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Au menu des discussions, la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale, la lutte contre la délinquance financière. Le point avec Aïssata Traoré. Dans son mot introductif, le Premier ministre a souligné toute l'importance qu'occupe la lutte contre l'impunité et la corruption dans le programme d'action gouvernementale. Ces luttes, affirme-t-il, participent de façon efficiente à la refondation du pays, tant attendue par les Maliens. Dans ce programme d'action gouvernementale, il est inscrit en bonne place la lutte contre l'impunité et contre la corruption. Une gouvernance vertueuse. Aussi longtemps que l'État ne s'engagera pas dans cette voie, le redressement de la nation attendu par les Maliens
restera un vain mot. Selon Moumouni Guindo, président de l'OCLEI, l'enrichissement illicite est un phénomène qui a un impact grave sur le Mali, en témoigne le dernier classement de Transparency International. La situation du Mali reste préoccupante, Monsieur le Premier ministre. Le dernier classement de Transparency International de 2020 fait ressortir le Mali comme 29e pays sur 54 pays africains ou 129e pays sur 180 pays à travers le monde. En 15 ans, près de 1300 milliards de francs CFA sont ressortis comme les conséquences de malversations financières et de mauvaise gestion dans certains services publics. Une somme qui pourrait largement contribuer à la construction de plusieurs infrastructures dans notre pays. 1266 milliards en 15 ans, c'est énorme. Ça nous aurait par exemple permis de construire environ 1700 centres de santé de référence. Le Premier ministre a réitéré son soutien indéfectible au président de l'OCLEI et à toutes les institutions impliquées dans la lutte contre l'impunité et la corruption pour mener à bien leur mission régalienne. Dans la lutte contre l'impunité, contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, pour la bonne gouvernance, nous n'avons d'autre choix que de vous soutenir. Pour rappel, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite est une autorité administrative indépendante créée en 2015. Elle a pour mission la mise en œuvre de l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. 60 jeunes filles ont été formées par l'association Moussodev sur les technologies de l'information et de la communication. La cérémonie de remise de leur attestation a eu lieu ce mardi 14 septembre au groupe scolaire de Kati Sananfra. Le point avec El Hadji Malik Guiteye. Teen and ICT, c'est le nom du projet initié par l'association Moussodev dont l'objectif principal est l'alphabétisation numérique des jeunes adolescentes. C'est dans ce cadre que 60 jeunes filles ont bénéficié d'une formation sur les technologies de l'information et de la communication dont la cérémonie de clôture a eu lieu ce mardi 14 septembre 2021. La formation a duré environ 4 mois. Et comme je l'ai dit, c'était l'informatique de base, à savoir comment ouvrir un ordinateur, comment l'ordinateur fonctionne. Après aussi, on a vu des logiciels de bureautique tels que Word, Excel, PowerPoint. Et nous avons vu aussi la recherche sur Internet. À travers cette formation, les responsables de Moussodev veulent initier très tôt les jeunes filles aux nouvelles technologies afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Nous nous sommes rendus compte que dans la pratique, il y a aussi de ces femmes qui n'ont pas fait de filières techniques forcément, mais qui ont besoin aussi de connaissances et de compétences en informatique. D'où cette formation qui visait à leur offrir quand même des connaissances et des informations sur tout ce qui est basique. En outre, les 60 participantes à cette formation ont été initiées sur le leadership féminin. Et comme on l'a dit, c'était une formation dont l'objectif était aussi de développer le leadership des femmes et des jeunes filles. Raison pour laquelle nous avons joint aussi des modules sur les violences basées sur le genre et on va dire d'autres modules sur la santé sexuelle et reproductive. Les autorités locales, dont le maire délégué de Kati Sananfra, ont beaucoup apprécié l'initiative. C'est un apport très important pour les femmes. Qui c'est une femme aujourd'hui, c'est toute une nation. La femme a besoin d'être protégée dans tous les sens. Oumou Tungara, au nom des participantes, salue l'esprit de cette initiative et remercie les organisateurs. Ces formations-là sont tellement nécessaires et appropriées. Elles nous permettent de relever les défis du moment. Je suis très contente. Au nom de toutes les participantes, nous remercions l'association Moussodev. Un sketch sur les violences basées sur le genre et la remise des attestations ont été des temps forts de cette journée. Pour rappel, l'association Moussodev, créée en 2018, œuvre pour l'autonomisation des femmes et jeunes filles à travers le numérique. Après l'élaboration de son rapport de budget 2022, le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à sa présentation au Conseil de cabinet. Adama Sanogo et Moussa Tembine pour le compte-rendu. Le budget 2022 présenté par le ministère de l'Économie et des Finances contient des avancées et des faiblesses. Au niveau international, l'activité économique connaîtrait une croissance de 4,9% en 2022 contre 6,0% en 2021.
Au niveau national, un taux de croissance de 5,2% en 2022 contre 4,6% en 2021. Le taux d'inflation aujourd'hui dans ce budget, il est de 2%, alors que dans l'espace humain, la norme recommandée est de 3%. L'encours de la dette est de 51,4%, alors que dans l'espace humain, il doit être inférieur ou égal à 70%. Nous avons aussi la pression fiscale qui est censée être de l'ordre de 20% la norme dans la zone. Nous sommes pratiquement à 15,5%. Donc la pression est faible chez nous. Dans ce budget, le nouveau locataire de la primature a également jugé faible la masse salariale, ce qui constitue selon lui un danger pour l'épanouissement des salariés. Vous avez la masse salariale, ça c'est effectivement un problème que les Maliens doivent savoir. On est presque dans la zone rouge, parce que dans l'espace humain, les recommandations convenues avec les partenaires au développement, c'est que la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des recettes fiscales intérieures. Nous en sommes pratiquement à 48%. Toutefois, Dr Shogel Kokala-Maïga s'est réjoui du rapport car les préoccupations majeures des Maliens, notamment la sécurité et la justice, ont été prises en compte. Nous constatons aussi dans ce budget que les principales priorités des Maliens, qui ont été indiquées clairement par le président de la transition, à savoir la sécurité, la justice, les réformes, j'allais dire la refondation, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la décentralisation et la déconcentration et les dépenses sociales dont je viens de parler, plus les routes, les hôpitaux. Le Premier ministre de la Transition a remercié le ministère de l'Économie et des Finances pour le travail abattu. Comme d'habitude, il invite tous les Maliens à s'unir pour faire bouger les lignes. Réapparu au Niger en août dernier, le choléra infecte 2 individus dans le cercle d'Ansongo, non loin de la frontière nigérienne dans la région de Gao au Mali. Les 2 cas confirmés ont été annoncés par le ministère de la Santé ce samedi 11 septembre 2021. Aminata Chektal, Abdoulaye Koniba Konate. Après avoir fait une centaine de morts au Niger, le choléra entre au Mali avec 2 cas suspects notifiés le 8 septembre 2021 dans le district sanitaire d'Ansongo, région de Gao. Les 2 prélèvements sont revenus positifs au Vibrio choléréa 01, annonce le ministère de la Santé. Par ailleurs, les autorités sanitaires précisent que l'isolement et la prise en charge des 2 cas sont assurés par des équipes techniques. Abordant dans le même sens, le ministère de la Santé et du Développement social invite la population à respecter strictement les mesures d'hygiène et à se faire consulter dans les établissements de santé en cas de diarrhée et ou de vomissement. En effet, le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée par le bacille Vibrio choléréa. Elle se transmet par les mains sales ou par contamination alimentaire, aliments souillés et hydriques, eau contaminée et peut vite engendrer une importante déshydratation. Selon l'Organisation panafricaine de la santé, OPS, il y a chaque année 1,3 à 4 millions de cas de choléra et 21 000 à 143 000 décès dus à la maladie dans le monde. Il est à rappeler que le choléra est apparu pour la première fois au Mali en 1970. Depuis 1990, des épidémies importantes ont été déclarées en 1995, 1996, 2000, 2003, 2005 et 2011. La plus récente épidémie a fait au moins 65 morts dans le nord du pays. Le Niger voisin, pays frontalier avec le Mali, a été fortement touché par cette maladie liée aux mains sales en août 2021. Voici l'image du jour, le musée de Picardie. Alors, le musée de Picardie est un musée d'art et d'archéologie situé à Amiens, en France. Il regroupe de riches collections qui vont de la préhistoire au XXe siècle, notamment en archéologie et en peinture. Il a reçu le label Musée de France. La Société des antiquaires de Picardie fut reconnue d'utilité publique le 8 juillet 1851 grâce à son action militante.
Les objets d'art et d'archéologie récoltés depuis des décennies purent être désormais conservée et exposée dans un musée digne de ce nom. En 1852, elle fut autorisée par Napoléon III à organiser une loterie pour financer les travaux de construction du musée et l'État lui attribua la propriété du terrain de l'ancien arsenal d'Amiens en 1854. Le musée Napoléon était né en 1869. Il fut cédé à la ville par la Société des antiquaires de Picardie et prit le nom de musée de Picardie en 1875. Après d'importants travaux de rénovation, de restructuration et d'agrandissement, l'accès au musée a changé. Il ne s'est fait plus par la façade monumentale, mais par le pavillon maignan. La réouverture du musée a eu lieu le 1er mars 2020. À présent, la page internationale avec Aminata Chektal. Les autorités marocaines ont annoncé mardi avoir démantelé dans le sud du pays une cellule terroriste affiliée au groupe djihadiste État islamique et arrêté 3 suspects. Selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire BCIJ publié par l'agence officielle MAP, les 3 suspects arrêtés dans la ville d'Erachidia, sud-est et âgés de 21, 27 et 37 ans planifiaient des crimes terroristes et avaient choisi comme cible imminente d'assassinat une personne travaillant dans un service d'utilité publique. Les perquisitions menées au domicile des suspects et dans le local commercial de l'un d'entre eux ont notamment permis la saisie d'uniformes paramilitaires, de manuscrits faisant l'apologie d'opérations terroristes et de matériel informatique. Par ailleurs, le chef de la cellule était actif dans l'embrigadement et le recrutement, précise le communiqué. Les 3 hommes se partageaient les contenus numériques à caractère terroriste comme ceux documentant les attentats suicides et les assassinats commis par Daesh, acronyme arabe de l'État islamique. Ils ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit pour déterminer les liens régionaux et internationaux de cette cellule ainsi que l'ensemble de ses projets afin d'interpeller toutes les personnes impliquées dans ces activités extrémistes. En Tunisie, des centaines de citoyens forment une chaîne humaine sur 5 plages de la banlieue sud de Tunis pour protester contre la pollution de la mer. Le long de la bande côtière de la banlieue sud de Ezara, ils contestent contre le rejet des eaux polluées dans la mer. On a décidé de faire cette chaîne humaine pour dénoncer l'état dégradant de notre mer qui est maintenant polluée bactériologiquement. Et qui est devenu un danger pour la santé. Elle est polluée à cause du déversement des eaux usées qui sont déversées directement par le NAS et par les usines qui n'ont pas de station d'épuration. Par rapport aux normes internationales, il faut avoir un nombre de bactéries inférieur à 500 bactéries par 100 millilitres. Et là, on parle de 1800 bactéries par 100 millilitres. C'est une catastrophe écologique. Ils estiment que la mer est polluée à cause du déversement des eaux usées qui y sont déversées directement par l'ONA et par les usines qui n'ont pas de station d'épuration. Je suis venue avec mes voisins pour contester contre ce que subit la mer. La mer est très sale. Il y a des coquillages et des poissons morts. Nous ne prenons pas soin de notre richesse environnementale. Nous devons montrer que nous ne sommes pas heureux de ce qui est en train de se passer. Le peuple tunisien semble ainsi mobilisé pour un changement de comportement immédiat. Le secrétaire général de l'ONU a jugé très important que les Nations Unies discutent avec les talibans afin notamment de faciliter la distribution d'aide humanitaire en Afghanistan. Une aide qui doit servir de levier pour les droits humains. Il est possible de fournir une assistance humanitaire en Afghanistan sans discuter avec les autorités de facto du pays, a déclaré en conférence de presse Antonio Guterres en marge d'une réunion ministérielle à Genève lors de laquelle l'ONU a demandé plus de 600 millions de dollars d'aide pour les organisations humanitaires dans ce pays. Je crois qu'il est très important de discuter avec les talibans en ce moment, pour tous les aspects qui préoccupent la communauté internationale.
qu'il s'agisse du terrorisme, des droits humains, de la drogue ou de la nature du gouvernement. Près d'un mois après la prise du pouvoir par les talibans, M. Gutiérrez a souligné que l'ONU était fermement engagée à fournir une aide humanitaire à la population afghane. Et nous sommes bien sûr très soucieux de faire en sorte que l'aide humanitaire serve de levier pour obtenir un réel engagement des talibans dans tous les autres aspects qui concernent la communauté internationale, tels que les droits humains, a-t-il assuré. À Taravao, des pompiers polynésiens sont formés à la vaccination par un infirmier des sapeurs-pompiers de Paris. Il fait partie des 20 pompiers arrivés dimanche 5 septembre de métropole en renfort en Polynésie qui ont été répartis pour participer aux interventions aux côtés des sapeurs-pompiers locaux, mais également pour apporter un renfort sur la vaccination. Alors notre rôle pour la vaccination, c'est de faire en sorte d'accueillir un maximum de personnes. Par exemple ici dans un vaccinodrome, il y a possibilité de mettre en place d'autres vaccinodromes dans d'autres endroits, ça on verra, selon les actions futures. Notre rôle donc c'est d'accueillir ces personnes et aux côtés du personnel de santé, médecins et infirmiers, de participer à cet effort de vaccination de la population. Donc aujourd'hui nous sommes ici avec les renforts qui ont été dépêchés au commissariat de métropole. Donc ces personnes-là nous apportent un soutien sur les vaccins et aujourd'hui ça va être la formation, comment vacciner les personnes. L'objectif c'est les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, mais nous on se déplacera vers eux, donc le vaccin viendra vers eux. Donc c'est pas on les oblige pas, mais on apportera notre soutien. Notons qu'en Polynésie, 249 personnes sont toujours hospitalisées, dont 43 en réanimation et 575 personnes ont succombé au Covid. Près de 150 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur une population de 280 000 habitants. Retour avec l'actualité au Mali. L'association Kilé a procédé le lundi 13 septembre 2021 à la double clôture de son cabaret international de Kino Bamako. 2 projets de formation et de production cinématographique ayant touché une quarantaine de jeunes aspirants cinéastes maliens et produit une quarantaine de films courts-métrages. Ils sont jeunes et passionnés des métiers du cinéma. Ce sont les Kinoïtes, un nom emprunté à Kino, un mouvement cinématographique international dont le but est de réaliser des films sans budget et dans un laps de temps. Une initiative portée par l'association Kilé au Mali à travers Kino Bamako et les cabarets internationaux. Après Kino Bamako en 2020 avec la formation d'une quarantaine de jeunes aux différents métiers du cinéma dont la réalisation, le chef d'opération, le cadrage et le jeu d'acteur, la résidence du cabaret international 2020-2021 s'est tenue du 30 août au 11 septembre 2021 à Bamako et à Ségou. Elle a mis à l'œuvre ses jeunes formés et des professionnels du 7e art avec la réalisation de 44 courts-métrages. On a formé plus de 42 jeunes en 2020 qui sont allés au Sénégal continuer leur stage dans le cadre de Kino Cabaret International du Kino Teranga. Et cette année, on a aussi 40 participants, amateurs, professionnels, étudiants qui se sont réunis dans le cadre de ce programme afin de produire des films. Et nous sommes arrivés à produire plus de 44 courts-métrages qui varient de 5 minutes à 15 minutes. Cette initiative de l'association Kilé est appréciée à sa juste valeur par les professionnels du 7e art malien qui voient en elle une belle alternative au manque d'écoles de cinéma au Mali. Belle initiative parce que nous n'avons pas d'école de cinéma. Donc c'est des initiatives là qui viennent équilibrer les choses. Et donc forcément il faut les remercier parce qu'ils apprennent aux jeunes le b.a.-ba du cinéma. L'intérêt de ces jeunes Maliens pour le cinéma est incontestable au vu de l'engouement que suscitent ces formations de l'association Kilé. Pour eux, Kino Bamako est une opportunité à saisir. Kino m'a donné l'opportunité d'aller découvrir un autre monde, qui est le monde du 7e art, le cinéma. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai eu à faire de nouvelles connaissances avec des étrangers ainsi que des Maliens. Et j'ai beaucoup appris en matière de jeu d'acteur, de cadrage, de réalisation. Moi, j'étais parti comme acteur de scène, mais au fur et à mesure, j'ai pu réaliser moi aussi. Les prochaines éditions de Kino Bamako et les cabarets internationaux sont prévues en 2022 et 2023.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci pour votre aimable attention. Bonne suite de programmes sur Joliba TV News.